avec les partenaires sociaux en prévision d'une réunion qu'elle tiendra dans les jours qui viennent. Ensuite, elle a évoqué l'impératif de redevabilité des résultats et perspectives du gouvernement de la République 12 mois après la nomination du gouvernement Souminois II par le président de la République, chef de l'État. Au cours de cette période, des réformes courageuses ont été engagées et des actions concrètes ont été posées dans l'ensemble de nos secteurs respectifs. Le moment est venu d'en rendre compte à nos concitoyens dans un exercice de transparence et de redevabilité destiné à renforcer le lien de confiance avec la nation, a déclaré la Première ministre. C'est dans cette perspective qu'elle a approuvé le projet de communication gouvernementale intitulé Panel de redevabilité, un an d'action du gouvernement Souminois II, soumis par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Ces dispositifs permettra de présenter les réalisations du gouvernement, leur impact concret sur la population ainsi que les perspectives de notre action à travers des volets complémentaires au niveau national, international et numérique. Pour assurer la réussite de cet exercice, elle a invité chaque membre du gouvernement à s'y impliquer personnellement et à instruire sa cellule de communication de préparer des argumentaires documentés, privilégiant les résultats, les données chiffrées et les preuves de l'impact de nos politiques publiques. Cette communication, a précisé la chef du gouvernement, devra refléter l'unicité de l'action gouvernementale autour de la vision et des priorités fixées par le président de la République, chef de l'État. À cet effet, les canevas des principales réalisations seront préalablement transmis au ministère de la Communication et des Médias chargé d'en assurer la coordination, l'harmonisation et la cohérence éditoriale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des sécurités, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par des divers commentaires et réactions de l'opinion consécutifs à la libération et au transfèrement des 15 détenus affiliés à l'AFCM 23 par le gouvernement de la République le 6 août 2026 avec l'accompagnement du Comité international de la Croix-Rouge dans les cas des mécanismes du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix compte rendu de la 96e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 août 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 96e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la transformation des financements extérieurs en investissement productif au service du développement national.
Le président de la République a pris connaissance des conclusions de l'analyse réalisée par l'Inspection générale des finances sur la performance du portefeuille des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Elles appellent à une action résolue du gouvernement. En effet, sur un portefeuille actif de plus de 10,7 milliards de dollars américains, seuls 24,3% des financements engagés ont été décaissés, laissant plus de 8,3 milliards de dollars américains disponibles sans produire les effets économiques et sociaux attendus. Cette situation traduit une faible capacité à convertir les financements mobilisés en investissements effectifs en raison notamment des lourdeurs procédurales, de retard dans la mobilisation de fonds de contrepartie et d'insuffisance de pilotage. Elle affecte l'efficacité de l'action publique et la crédibilité de l'État auprès de ses partenaires. D'où la nécessité d'instaurer une culture de l'exécution et des résultats afin que chaque financement mobilisé produise un impact concret sur les conditions de vie de nos populations. À cet effet, le président de la République a instruit la première ministre chef du gouvernement de faire de l'amélioration du taux des décaissements des projets financés sur ressources extérieures une priorité de l'action gouvernementale et de lui soumettre un plan gouvernemental de redressement précisant les actions à mener, les responsabilités, les objectifs des performances ainsi que les mécanismes de suivi et de redevabilité. Il a enjoint au vice-premier ministre, ministre du Budget, au ministre d'État, ministre du Plan, ainsi qu'au ministre des Finances, de garantir la disponibilité des fonds de contrepartie, de simplifier et de digitaliser les procédures relevant de leurs compétences et de renforcer la coordination avec le partenaire technique et financier. Les ministres sectoriels ont été également instruits d'identifier et de lever sans délai les obstacles affectant leurs projets et d'en assurer un suivi régulier fondé sur des indicateurs de performance. En outre, la Première ministre devra mettre en place un mécanisme interministériel permanent de suivi adossé à un tableau de bord national permettant de suivre pour chaque projet les décaissements, l'état d'exécution, les contraintes et les mesures correctives. Enfin, le président de la République a instruit l'Inspection générale des finances, dans le respect de ses attributions, à poursuivre son travail d'accompagnement, d'alerte et d'évaluation de la performance de ces projets. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation. Une attention particulière devra ainsi être accordée à la préservation de la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le gouvernement et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement en vue d'assurer une reprise effective et régulière des enseignements dès le premier jour. Cette préparation devra intégrer les enjeux éducatifs, socio-financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité, avec une attention particulière aux enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu affectés par le conflit et par l'occupation. À cet effet, le président de la République a chargé la Première ministre de coordonner un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027, garantissant notamment, avec l'appui de partenaires, la continuité des apprentissages et la prise en charge des enfants déplacés ou privés d'un accès régulier à l'école dans les zones concernées. Il a instruit la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, d'intensifier les dialogues avec les partenaires sociaux, de faire le point sur l'exécution des engagements du gouvernement et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une rentrée effective, apaisée et sans perturbation des enseignements. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances ont été enjoints, chacun en ce qui le concerne, de sécuriser la prise en charge des engagements financiers du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et d'en assurer
l'exécution diligente afin de prévenir toute tension susceptible d'affecter les bons déroulements de la rentrée scolaire. Au plan sanitaire, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, en collaboration avec les autorités provinciales, de renforcer la prévention et la surveillance sanitaire en milieu scolaire, notamment l'hygiène, l'assainissement et les mécanismes d'alerte, particulièrement dans les provinces exposées aux risques épidémiologiques. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que les autorités provinciales compétentes, particulièrement celles de la ville de Kinshasa, ont été instruits d'arrêter un plan spécial de circulation routière et de sécurisation de la rentrée ciblant les principaux axes, les heures de pointe et les abords des établissements scolaires. La réussite de cette rentrée devra se mesurer à notre capacité à anticiper les actions correctrices, à assurer la continuité des enseignements, à préserver la paix sociale et à garantir à tous les enfants congolais où qu'ils se trouvent un accès effectif et sécurisé à l'éducation. Aucun enfant congolais ne doit être laissé au bord de l'école, a insisté le président de la République. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur la valorisation des ressources énergétiques, pétrolières et gazières nationales. Notre pays dispose d'un potentiel énergétique exceptionnel qui doit constituer l'un des principaux leviers de son émergence économique, de son industrialisation et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. À cet égard, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer notre coopération avec la République de l'Ouganda dans les domaines des hydrocarbures, particulièrement pour les ressources pétrolières du bassin transfrontalier du lac Albert. La continuité géologique des réservoirs pétroliers au-delà des frontières impose, lorsqu'un gisement est partagé, une approche concertée permettant d'en assurer une exploitation optimale et équitable. Il a instruit à cet effet la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, d'approfondir cette question et d'élaborer, en collaboration avec son cabinet, une feuille de route visant à renforcer la coopération avec l'Ouganda dans le strict respect de nos intérêts nationaux, de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles, ainsi que des exigences environnementales et des protections de communautés locales. Dans les mêmes ordres d'idées, faisant suite à la récente mission effectuée à Luanda par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, concernant la zone d'intérêt commun partagée avec la République d'Angola, ainsi que la question de l'accès aux eaux profondes, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, de travailler étroitement avec son cabinet, de lui soumettre un rapport approfondi sur l'état de ces dossiers, leurs enjeux et les options permettant de préserver au mieux les intérêts de la République. Par ailleurs, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, devra, en collaboration avec son cabinet, procéder à un état des lieux exhaustif du secteur pétrolier et gazier national. Celui-ci devra notamment couvrir les actifs et réserves disponibles, les permis de recherche et d'exploitation, l'état d'avancement des projets, les partenariats en cours, les contraintes au développement du secteur, ainsi que les perspectives d'exploration, d'exploitation, de transformation et de valorisation des hydrocarbures. Une attention particulière devra également être accordée aux infrastructures de transport, de stockage, de raffinage et de commercialisation. Le président de la République a souligné que les conclusions de cet exercice devront permettre au gouvernement de disposer d'une vision actualisée et stratégique du portefeuille pétrolier et gazier national, afin d'en améliorer la gouvernance, d'attirer davantage d'investissements, d'accroître la production nationale et de maximiser sa contribution au développement économique et social du pays. Dans cette perspective, il a instruit la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, de mettre en place un cadre permanent de concertation entre les principales parties prenantes du secteur et d'accélérer les réformes nécessaires pour faire des hydrocarbures un véritable levier d'industrialisation,
des créations d'emplois et des souverainetés énergétiques de la République démocratique du Congo. Avant de clôturer sa communication, le président de la République a félicité la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique pour la mobilisation des jeunes et les mémorandums qui en est ressorti et qu'il a bien reçus. Comme de coutume, il restera très attentif aux demandes des jeunes et il accordera le moment venu la suite qu'ils requièrent. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur les enjeux de la rentrée sociale 2026 qu'elle souhaite apaiser sur toute l'étendue du territoire national. Elle a souligné la nécessité de faire un état de lieu rigoureux des engagements pris envers nos partenaires sociaux. Cette démarche concerne les secteurs de l'administration publique, de l'éducation nationale, de la santé publique ainsi que de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. Cette mise à jour, a-t-elle insisté, permettra d'identifier les contraintes opérationnelles ou financières afin de proposer des arbitrages stratégiques. L'objectif est de garantir la paix sociale tout en maintenant strictement les équilibres macroéconomiques et les règles de gouvernance budgétaire de l'État. Dans cette volonté de maintenir les dialogues avec les partenaires sociaux, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, au ministre des Finances, au ministre de la Santé, au ministre de la Santé ainsi qu'à la ministre de l'Enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, de mettre à jour les niveaux d'exécution de tous les engagements avec les partenaires sociaux en prévision d'une réunion qu'elle tiendra dans les jours qui viennent. Ensuite, elle a évoqué l'impératif de redevabilité des résultats et perspectives du gouvernement de la République 12 mois après la nomination du gouvernement Souminois II par le président de la République chef de l'État. Au cours de cette période, des réformes courageuses ont été engagées et des actions concrètes ont été posées dans l'ensemble de nos secteurs respectifs. Le moment est venu d'en rendre compte à nos concitoyens dans un exercice de transparence et de redevabilité destiné à renforcer le lien de confiance avec la nation, a déclaré la Première ministre. C'est dans cette perspective qu'elle a approuvé le projet de communication gouvernementale intitulé Panel de redevabilité, un an d'action du gouvernement Souminois II, soumis par le ministre de la Communication et Médias du gouvernement. Ces dispositifs permettra de présenter les réalisations du gouvernement, leur impact concret sur la population ainsi que les perspectives de notre action à travers des volets complémentaires au niveau national, international et numérique. Pour assurer la réussite de cet exercice, elle a invité chaque membre du gouvernement à s'y impliquer personnellement et à instruire sa cellule de communication de préparer des argumentaires documentés, privilégiant les résultats, les données chiffrées et les preuves de l'impact de nos politiques publiques. Cette communication, a précisé la chef du gouvernement, devra refléter l'unicité de l'action gouvernementale autour de la vision et des priorités fixées par le président de la République, chef de l'État. À cet effet, les canevas des principales réalisations seront préalablement transmis au ministère de la Communication et des Médias chargé d'en assurer la coordination, l'harmonisation et la cohérence éditoriale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des Sécurités, décentralisation et affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par des divers commentaires et réactions de l'opinion consécutifs à la libération et au transfèrement des 15 détenus affiliés à l'AFCM 23 par le gouvernement de la République le 6 août 2026 avec l'accompagnement du Comité international de la Croix-Rouge dans les cas des mécanismes de Doha, Qatar et Montreux en Suisse. Au sujet du banditisme et de la criminalité, il a évoqué la poursuite par la police nationale de la traque de criminels Kouloune à travers l'opération Dobo. Par ailleurs, il est également signalé les transferts à l'auditorat militaire de Gombe des 5 bandits à main armée autour de braquages spectaculaires
des cambis et autres commerces dans la ville de Kinshasa, dont les images étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur un autre volet, il a fait rapport de la réunion interministérielle axée sur les retours des déplacés dus au conflit Mbole et Lengola en province orientale, dans la province de la Chopo, que le ministère a organisé le 11 août 2026, laquelle a abouti aux résolutions ci-après. La construction des 250 maisons pour accueillir 250 ménages, la construction et la réhabilitation des écoles et centres de santé, des forages pour la desserte en eau potable. Les FONAREV s'est aussi engagé en mettre en œuvre ces 3 résolutions sur base de sa feuille de route validée et consolidée. Une mission officielle sera déployée la semaine prochaine pour identifier les sites devant accueillir ces ouvrages. Les ministères sectoriels vont chacun, en ce qui le concerne, intervenir dans la limite de leurs compétences. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a brossé la situation sécuritaire marquée par la poursuite des activités hostiles de la coalition d'agression RDF M23 sur les théâtres des opérations dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, en violation flagrante de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des principes de cessez-le-feu. Face à toutes ces actions ennemies, il a rassuré que nos forces armées répondent efficacement avec une ferme détermination tout en empêchant leur extension et en faisant obstacle à leurs ambitions d'occupation et de pillage de nos ressources minières. Dans la quête d'un retour définitif de la paix en Ituri, le gouverneur militaire, dans une approche civilo-militaire, a entamé son itinérance par les territoires des Djougou, épicentre de la violence de groupes armés, en vue de sensibiliser la population pour le retour des déplacés internes dans leur milieu d'origine et leur désolidarisation avec les éléments réfractaires au PDD-RCS. Entre-temps, la traque s'est poursuivie contre les ADF affiliés à l'État islamique dans les territoires de Mambasa ainsi que contre la CRP de Thomas Lubanga. Avec la résurgence des attaques des insurgés Bakata-Katanga contre les positions des FARDC dans le Haut-Katanga, des mesures de renforcement opérationnel ont été prises pour neutraliser leur activisme. Dans les territoires des Mitwaba, nos unités ont été déployées en renfort pour traquer les insurgés Bakata-Katanga qui ont attaqué le camp des FARDC au village Kubo avec un bilan de 8 personnes tuées, dont 6 enfants. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a rassuré que la conjoncture économique intérieure continue d'évoluer dans un contexte globalement stable, marqué par une décélération de l'inflation hebdomadaire et une légère dépréciation sur le marché de change. Au cours de la première semaine du mois d'août 2026, le marché de biens et services a indiqué un léger ralentissement du rythme de formation de prix intérieurs. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi au niveau national à 0,19% contre 0,21% la semaine précédente. En cumul annuel, les taux d'inflation s'est situé à 6% contre 5,1% à la même période de 2025. En glissement annuel, il est ressorti à 3,2% contre 7,8% un an auparavant et un objectif moyen à terme établi à 7%. Outre les contraintes structurelles, cette dynamique de prix est imprimée par des tensions locales sur les produits pétroliers conjuguées aux effets saisonniers pesant sur l'offre de certains produits, notamment les charbons de bois et les produits d'entretien ménager. À la clôture de la journée du 7 août 2026, les taux d'échange s'est établi à 2271,13 francs congolais pour $1 américain indicatif et à 2319,73 francs congolais au parallèle. Comparativement au 31 juillet 2026, le franc congolais s'est déprécié de 0,82% sur les segments interbancaires et de 0,20% sur les segments parallèles. Les cours mondiaux des principaux produits des bases intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés. Considérant les facteurs de risque sur le plan interne et externe, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a formulé une série de recommandations visant notamment la poursuite des efforts pour réduire la volatilité des prix de produits de grande consommation dans des produits alimentaires en réalisant des investissements ciblés
visant à créer 3 banques publiques dédiées au financement de l'agriculture, des infrastructures et moyens de transport et l'industrie. Cette réduction concerne également la vulnérabilité liée au choc des matières premières au profit de la diversification du tissu productif. Les conseils a pris acte de ce rapport. Au sujet de l'évolution de la situation humanitaire, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a fait le point de cette situation en République démocratique du Congo pour la période allant du 27 juillet au 11 août 2026. Cette période a été principalement marquée par des cas d'incendie de sites des personnes déplacées internes, des naufrages, les défis à l'épidémie de choléra, la riposte en cours contre la maladie à virus Ebola, ainsi que les mouvements de population signalés dans certaines zones. Face à ces urgences humanitaires, elle a expliqué les différentes actions menées et en cours, ainsi que les priorités identifiées en faveur de nos compatriotes en détresse pour lesquels le gouvernement s'y mobilise. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre les déploiements d'une aide coordonnée aux victimes. L'objectif demeure d'apporter une réponse durable fondée sur l'actualisation constante des besoins, les relèvements de communautés et la consolidation de leur résilience. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a fait le point de la situation de l'évolution de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a évoqué la confirmation d'un premier cas positif de maladie à virus Ebola dans la province du Bas-Ouélé en date du 12 août 2026, portant à 6 le nombre de provinces affectées par l'épidémie. Au cours de la journée du 11 août dernier, 111 nouveaux cas confirmés ont été notifiés, dont 98 dans la province de l'Ituri, 18 au Nord Kivu et 2 dans le Haut-Ouélé. Par ailleurs, 32 patients ont été déclarés guéris, ramenant le cumul des personnes guéries à 918. Aucun nouveau cas n'a été rapporté dans les provinces de la Chopo et du Sud Kivu. Il a évoqué les actions urgentes des ripostes qui ont été entreprises au Bas-Ouélé, ainsi que d'autres qui ont été intensifiées dans d'autres provinces, notamment les recours au vaccin RV-BO, homologué contre la souche Zaïre et Bundibugyo, et l'introduction du traitement antiviral par Remdesivir chez les patients atteints dans le but de venir au bout de cette épidémie. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, le ministre de la Santé publique a été complété par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, sur les dispositifs conjoints à mettre en place dans les zones de santé touchées par l'épidémie d'Ebola. En ce qui concerne l'épidémie de choléra, le ministre a eu l'occasion de faire le point sur les différentes tendances. Note d'information relevant du secteur du plan. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, a présenté au Conseil l'état de lieu du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2. Il a indiqué que le processus de préparation du recensement connaît des avancées significatives et se trouve actuellement dans sa phase préparatoire marquée par la mise en œuvre des travaux de cartographie censitaire, du dénombrement pilote ainsi que des activités de mobilisation et de sensibilisation. Parmi les principales réalisations figurent notamment la mobilisation progressive des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du RGPH2, la réalisation avec succès de la cartographie pilote entre avril et mai 2025 grâce au financement du Trésor public et l'organisation en mars 2026 de la table ronde de partenaires techniques et financiers consacrée à la mobilisation de ressources. L'ensemble de ces réalisations témoigne de la progression effective du processus et permet d'envisager avec confiance les démarrages de la campagne nationale de cartographie censitaire. Les principales activités des prochaines étapes ont été expliquées et des recommandations pertinentes ont été faites, notamment aux membres du gouvernement, afin de renouveler leur pleine adhésion au processus en cours, de soutenir les actions entreprises dans leurs secteurs respectifs et de contribuer activement à la réussite de cette opération nationale qui constitue un investissement essentiel pour une gouvernance fondée sur des données statistiques fiables et au service de l'intérêt général. Note d'information relevant du secteur du développement rural.
Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a fait le point des résolutions adoptées à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En effet, il s'agit de 3 résolutions prises dans l'élan de la célébration le 4 juillet 2026 de la Journée internationale de coopératives qui souligne le rôle majeur de coopératives dans la création des emplois décents et les mesures visant à protéger les progrès économiques et sociaux des pays en développement contre les aléas naturels. Elles offrent un levier diplomatique et financier majeur pour la RDC afin de maximiser la captation des ressources techniques et financières internationales pour financer les développements et les infrastructures rurales. Afin de parvenir à l'alignement de la politique nationale du développement rural et du schéma directeur des infrastructures rurales de base sur les résolutions, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a recommandé notamment l'adoption d'un décret portant sur l'allègement fiscal et l'accompagnement de coopératives, la priorisation budgétaire affirmée du schéma directeur des infrastructures en lien aux voies de communication rurales pour matérialiser les objectifs de la résolution ARS 8054, la création d'une task force interministérielle développement rural, infrastructure, finances, plan, chargée de capter les fonds climatiques et des développements liés à la coopération pour les infrastructures rurales durables, la mise en œuvre et la vulgarisation de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives, ainsi que l'autorisation pour les coopératives d'ouvrir des comptes bancaires. Note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a présenté au Conseil la note sur l'opérationnalisation de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC. Passant en revue les avancées acquises et la mise en place effective d'institutions, elle a évoqué la ratification de l'ensemble d'instruments juridiques relatifs à la ZIC et leur publication au journal officiel, la mise en place des organes de gouvernance mixte de la zone intérêt de la ZIC et la signature de l'avenant au contrat de partage de production. L'opérationnalisation de la ZIC constitue un levier majeur pour le développement économique et la diversification des ressources publiques grâce à un partage équitable des revenus couvrant l'ensemble des bonus, impôts, taxes et pénalités générés par l'exploitation pétrolière. Au-delà des retombées fiscales, elle ouvre la voie à la création d'emplois qualifiés pour les Congolais, au renforcement des capacités techniques nationales, à la diversification des approvisionnements énergétiques, à la réduction de la dépendance aux importations en phase avec la vision stratégique du chef de l'État. Les actions de la prochaine étape ont été également expliquées avant d'atteindre le lancement effectif de travaux d'exploration et le démarrage de la production dans le bloc 14-23, ce qui traduit en acte la volonté politique partagée par les 2 chefs d'État plaçant la confiance, les dialogues et les destins communs au cœur des relations bilatérales. Note d'information relevant du secteur de l'emploi et du travail. Le ministre de l'Emploi et du Travail a quant à lui présenté au Conseil le rapport sur la tenue de la 4e session de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des certifications professionnelles CNCP du 19 au 21 mai 2026 à Kinshasa. Il a indiqué que l'Assemblée plénière a adopté une série de résolutions pertinentes expliquées aux membres du gouvernement et a souhaité, dans l'optique de l'actualisation du cadre institutionnel de la CNCP, la mise en place d'un comité de pilotage. C'est un organe transversal qui prendra en compte tous les ministères concernés, en l'occurrence les ministères de l'Emploi et du Travail, la formation professionnelle, les affaires sociales, l'enseignement supérieur universitaire, l'éducation nationale, aux fins de garantir la synergie d'action entre tous les acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Il a été complété par les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle. Note d'information relevant du secteur de l'industrie. Le ministre de l'Industrie ad interim a présenté au Conseil les rapports préliminaires sur les recensements des entreprises industrielles en 2025. Celui-ci indique les progrès significatifs observés grâce aux politiques mises en place par les présidents de la République et les gouvernements.
passant de 525 unités en activité en 2017 au moment de la dernière enquête et aujourd'hui à 1226 unités industrielles identifiées. 3 provinces, dont la ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga et les Lualaba, concentrent plus de 54,5% des unités industrielles en activité avec respectivement 264, 188 et 101 unités. Les rapports épinglent aussi la situation des entreprises en arrêt d'activité ou en fermeture momentanée à travers les pays. Il identifie aussi les différents secteurs de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad interim, a salué les débuts des recouvrements des créances dues au Fonds de promotion de l'industrie après la communication du président de la République et les différentes réunions de suivi qui ont été organisées sous la direction de la première ministre chef du gouvernement. Les fonds ainsi mobilisés pourront être investis dans les financements d'autres projets industriels pour poursuivre l'industrialisation du pays. Recommandant la poursuite de ces processus de recouvrement, le Conseil a pris acte de ces rapports. Note d'information relevant du secteur de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'Aménagement du territoire a présenté au Conseil la note sur l'approbation des principales recommandations et la feuille de route issue de l'atelier sur l'aménagement intégré du territoire national tenu du 4 au 5 août 2026. Il a indiqué que ces assises ont permis de dégager un consensus inédit entre les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. L'émergence économique de la RDC dépend moins de l'adoption des nouvelles politiques sectorielles que de la cohérence de leur mise en œuvre sur les territoires nationaux. Avec des politiques ambitieuses dans les domaines de l'agriculture, pêche et élevage, mines et hydrocarbures, du développement rural, de l'industrie, des infrastructures, des ressources hydrauliques et électricité, de l'environnement, du foncier, de l'urbanisme, du numérique et du tourisme, le cadre de convergence autour d'une même vision territoriale demeure le schéma national d'aménagement du territoire. À cet effet, les recommandations de l'atelier ont conduit à 6 décisions majeures, à savoir 1. L'alignement effectif des politiques sectorielles sur les options majeures de l'aménagement du territoire. 2. L'accélération de l'affectation et de la sécurisation des espaces stratégiques destinés notamment aux grands bassins agricoles, aux zones industrielles, à l'extraction minière et la transformation, aux zones d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, aux corridors d'infrastructures de transport d'énergie et de communication, aux plateformes logistiques, aux réserves foncières publiques, au développement urbain, aux aires de conservation et des protections environnementales. L'assurance d'un déploiement territorial équilibré, de grands projets structurants d'industrialisation, le renforcement de la coordination interministérielle, la consolidation de collaboration avec les provinces, la réaffirmation du rôle stratégique du schéma national d'aménagement du territoire, ainsi que l'adoption d'une feuille de route d'action prioritaire découlant des orientations retenues. Il a sollicité la prise d'acte par les conseils de ministres des décisions précitées, ainsi que de la feuille de route issue de cet atelier afin d'engager, dans un esprit de responsabilité collective, une nouvelle étape de la gouvernance territoriale intégrée au service de l'émergence pour notre pays. Note d'information relevant du secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme a axé sa note d'information sur 2 volets. Le premier volet portait sur l'organisation de la 2e édition du Festival mondial de musique et du tourisme à Kinshasa, projeté pour du 2 au 4 septembre prochain sous le thème de la promotion de la RDC comme destination touristique, culturelle et d'investissement. L'objectif est de faire de ces festivals une plateforme internationale de promotion de notre pays comme destination touristique, culturelle et d'investissement, contribuant au développement économique, à la création d'emplois et au rayonnement international du pays inscrit pleinement dans la vision du gouvernement. Au regard de la coïncidence de date, notamment avec la rentrée scolaire, il a été recommandé au ministre de projeter l'organisation de cette grande activité en fin septembre ou en début octobre. Le deuxième point a porté sur la participation de la République démocratique du Congo à l'exposition mondiale des îles Yeosu en Corée du Sud.
ainsi que la participation de la République démocratique du Congo à la récente Coupe du Monde. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil a approuvé le relevé des décisions prises respectivement lors de la 5e réunion restreinte du gouvernement du mardi 28 juillet 2026 et de la 95e réunion du Conseil de ministres du vendredi 31 juillet 2026 tenue à Kanyama Kasese. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a soumis au Conseil l'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 15 août 2026. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance loi a été adopté. Pour sa part, le ministre des Finances a soumis au Conseil, pour examen et adoption, les textes ci-après. Le projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 22 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement additionnel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME pour la transformation économique en République démocratique du Congo, Transform, pour un montant de 200 millions de dollars. 2. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 8 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et les renforcements du système éducatif en République démocratique du Congo, PERS, pour un montant de 200 millions de dollars. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 75 millions de dollars. Les derniers textes, projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PNMS pour un montant de 6,3 millions de dollars en dons et 10 millions de dollars en dons. Après débat et délibération, ces autres textes ont aussi été adoptés. Commencé à 15h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h47. Je vous remercie.